Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Merci à vous de nous accueillir ici à Matignon avec Bruno Jeudi. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Bruno, je le dis tout de suite, qui remplace au pied levé Apolline de Malherbe. On a une pensée pour elle ce soir. Apolline qui est cas contact, ce qui nous, d'une certaine manière, nous plonge directement effectivement dans le vif du sujet ce soir. On est ici à Matignon, où vous vivez, où j'ai pu découvrir tout à l'heure une ambiance un peu particulière, à la fois sérieuse. On sent qu'il est en train de se passer, qu'il peut se passer dans les heures qui viennent des choses un peu difficiles, et en même temps l'ambiance familiale. Vous vivez ici, où j'ai cru croiser tout à l'heure vos enfants. Oui, je vis ici, en effet. Comme on dit, c'est du H24. Voilà, donc c'est bien que j'ai ma famille auprès de moi pour m'épauler. Cette interview intervient à un moment très particulier, Monsieur le Premier ministre. Évidemment, un an tout juste après le début du premier confinement, on va en parler, mais aussi un moment crucial, peut-être un moment charnière. Tout le monde se demande si vous allez devoir, avec Emmanuel Macron, reconfiner la France ou une partie de la France, l'Île-de-France. On va en parler. On le sait que vous avez encore consulté aujourd'hui, toute la journée, avec le Président de la République, consulté notamment le Conseil scientifique. On a tous aussi envie d'avoir des perspectives ce soir, de savoir quand nous allons pouvoir retrouver une vie à peu près normale, et on verra quel calendrier vous pouvez nous donner ce soir. Bien sûr, nous parlerons de la vaccination avec ce coup dur AstraZeneca. À quel point est-ce que la suspension d'AstraZeneca va mettre un coup de frein à la campagne de vaccination en France? On va parler de tout ça, on va détailler tout ce qui va se passer autour d'AstraZeneca. Juste une question sur ce vaccin-là. Imaginons, dans 2 jours, un feu vert de l'autorité européenne du médicament. Est-ce que vous acceptez, dans la foulée, de vous faire vacciner avec AstraZeneca? Écoutez, d'abord, j'espère vivement que le feu vert, pour reprendre votre formule, sera donné. Et écoutez, jusqu'à présent, je m'étais fixé une ligne de conduite, c'est-à-dire me faire vacciner quand mon tour viendra. Pas de passe-droit, voilà. Je vais avoir 55 ans, pas de comorbidité connue, donc j'attends. Mais compte tenu de ce qui se passe, de ce qui vient de se passer pour AstraZeneca, je me suis dit effectivement qu'il serait judicieux que je me fasse vacciner très rapidement, dès que la suspension, je l'espère, sera levée, que toutes les garanties seront apportées pour montrer à mes concitoyens d'abord que la vaccination, c'est la porte de sortie de cette crise et qu'on peut y aller en toute sécurité. Vous vous ferez vacciner avec le vaccin AstraZeneca, si le feu vert est donné. C'est une première information ce soir. On va revenir dans le détail à toutes les problématiques qui tournent autour de ce vaccin, et elles sont nombreuses. Mais d'abord, je le disais, il y a 1 an tout juste, Monsieur le Premier ministre, la France basculait dans le confinement. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Vous vous souvenez, il y a 1 an, de l'endroit où vous étiez, de la réaction que vous avez eue quand vous avez entendu le Président de la République annoncer ce confinement, sans prononcer le mot d'ailleurs, on se souvient d'il y a 1 an. Oui, je me souviens parfaitement. C'est quand même un moment historique qui a saisi, on va dire, la France entière. J'étais tout simplement maire dans ma commune, à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Et donc, évidemment, j'ai été saisi. Je dois dire, sans doute, comme beaucoup de Françaises et de Français, n'étant pas au fait de la gestion sanitaire, je voyais arriver cet événement avec un sentiment un peu d'incrédulité, d'incompréhension. Bon, et là, on a compris que l'affaire était très grave. J'étais quand même un peu, comment dire, interpellé par ce qui se passait en Italie. Que nous suivions. Bon, et puis tout de suite, il a fallu que j'organise ma mairie à ces nouvelles circonstances, faire fonctionner les services municipaux, les portages de repas aux personnes les plus isolées, âgées, enfin bref, assurer ce qui allait être une nouvelle vie. 1 an plus tard, Monsieur le Premier ministre, c'est toujours le virus qui décide, qui dicte sa loi, qui galope même, hein, on le voit avec les derniers chiffres encore aujourd'hui, pas très fameux, pas très encourageant. On a un peu l'impression d'être dans une crise sans fin, une première vague il y a 1 an, vous en parliez à l'instant, une deuxième vague, vous étiez déjà aux commandes, au gouvernement, Premier ministre, à l'automne, et puis là,
vous avez parlé cet après-midi, nous entrons dans une forme de troisième vague, je cite vos mots. Oui, c'est vrai que ça pourrait faire penser, vous savez, à ce film un jour sans fin. Ça fait un an, vous m'avez invité, un an de difficulté, un an de lassitude, si vous permettez, peut-être parce que c'est ce que je regarde tous les jours, un peu plus de 91 000 morts. Ce soir, encore aujourd'hui, 320 personnes en France sont décédées de la Covid. Je pense à toute leur famille, leurs proches, aussi les malades qui ont développé ce qu'on appelle le Covid long, dont on s'aperçoit des séquelles fortes qu'il laisse. Je pense aussi, permettez-le-moi, aux soignants, qui ont été là depuis le début et pour lesquels c'est aussi une épreuve. Certes, ils sont habitués à côtoyer la vie et la mort, mais là, nous sommes entrés évidemment dans une dimension extrêmement difficile. Donc, un an, c'est long et vous avez raison. On peut avoir le sentiment, une première, une deuxième, une troisième vague de quelque chose qui ne finit pas, qui n'arrête pas. Et pourtant, il me semble, un an après, on a vu ces images, la situation n'est plus la même. Je crois que la situation n'est plus la même parce que, d'abord, je crois qu'on a progressé et appris. Malgré tout, on a appris de cette maladie, évidemment, elle évolue, elle change, mais enfin on a appris à se comporter, les gestes barrières, les tests, le vaccin, voilà, on a de nouveaux outils. Bon, on a appris aussi, par exemple, qu'un confinement, c'était pas tout à fait neutre. On a accumulé de l'expérience. Il y a des mesures qui ont des incidences sociales, économiques, psychologiques. Un reconfinement vous ferait peur? En tout cas, ce sont des choses qu'il faut toujours envisager avec beaucoup de précautions. Mais je pense aussi, évidemment, d'ici un an, on n'a sûrement pas tout réussi, évidemment, dans la gestion de cette crise. On a beaucoup appris, je le disais, et je crois qu'on doit faire preuve d'une grande humilité collective, et les gouvernants en premier lieu. J'ai des contacts réguliers avec mes homologues, on est tous plus ou moins confrontés à cette lassitude, parfois à cette colère des opinions publiques, à ces évolutions scientifiques qu'on ne maîtrise ni ne comprend toujours. Vous parlez d'humilité, on va revenir tout à l'heure aux éventuelles erreurs que vous avez pu commettre, aux choix critiqués que vous avez pu faire, mais juste, je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant. Vous dites que la situation a changé. A-t-elle vraiment changé quand on voit que ce soir, la France se pose la même question qu'il y a un an? Va-t-on devoir reconfiner tout ou partie du pays? Vous allez l'entendre, Monsieur le Premier ministre, un certain nombre de spécialistes vous mettent la pression ce soir. Je pense notamment au professeur Gilles Pialou, qui était ce matin sur RMC et BFM TV. On l'écoute et on réagit juste après. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas se passer, excusez-moi, d'un confinement qui soit un confinement comme la première vague. Je ne sais pas s'il faut qu'il soit national, ça serait probablement injuste. On a laissé la baignoire se remplir, et pour reprendre cette métaphore, c'est pas les évacuations sanitaires qui vont régler le problème. Et en plus, il y a une donnée qu'il faut comprendre, c'est que c'est que 10 à 11% des gens qui sont dans les réanimations qu'on peut mettre dans des hélicoptères ou dans des trains, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que beaucoup de familles refusent. Jean Castex, allez-vous devoir reconfiner l'Île-de-France dans les heures qui viennent? Alors, d'abord, je n'ai pas répondu à une question précédente. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez l'impression que la vaccination, on va y revenir. On va y revenir. Ça change tout en termes de On va y revenir à la perspective. vaccination. Est-ce qu'elle change? Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes encore dans une situation extrêmement difficile. La raison essentielle, c'est que, d'une part, la vaccination n'a pas encore produit tous ses effets, et surtout, le virus change, le virus a muté. On a affaire à un variant anglais qui est maintenant présent à environ 70%, qui explique 70% des contaminations. Vous voulez dire que le virus est plus fort que vous? En tout cas, le virus évolue et nous devons nous adapter à lui et adapter nos moyens de lutte au virus, incontestablement. Il nous surprend parfois, il
il évolue, ce virus anglais, il est, on le sait, les Françaises et les Français le connaissent, plus contagieux. Il semblerait aussi qu'il soit plus dangereux. Plus mortel, nous verrons, mais plus dangereux, sûrement. Bon, le confinement, je viens à votre question. Le confinement, vous savez, d'ailleurs, les Français vont m'entendre leur redire ce que depuis plusieurs semaines, je leur explique. Plusieurs semaines où on voit effectivement l'épidémie en France, comme ailleurs, reprendre du poil de la bête et progresser à nouveau. Le professeur l'a dit, des hospitalisations qui augmentent, des services de réanimation qui se remplissent au point que nous devons procéder à des déprogrammations, à des évacuations. Bref, une situation qui est préoccupante. Et ce que je dis à mes concitoyens, à chaque fois qu'ils m'entendent dans les conférences de presse, c'est dire, voilà, nous avons plusieurs armes pour lutter contre la pandémie. Le confinement, on le connaît. On l'a déjà testé sous une forme au printemps dernier, sous une deuxième forme, c'est moi qui étais aux manettes, au mois de novembre, et on sait ses vertus sanitaires, mais aussi ses conséquences. Bon. Et donc, quand on est en état de décider, il faut prendre en compte tous les paramètres. Mais ce soir, Monsieur le Premier ministre, pardon, pour essayer de clarifier ce que vous êtes en train de dire, on vous entend ce soir dire qu'il faut adapter nos moyens. On a entendu le président de la République il y a 2 jours nous dire et dire aux Français que des décisions allaient devoir sans doute être prises. Ce soir, Monsieur le Premier ministre, que dites-vous clairement aux Français qui attendent? Pardon, cher Maxime, mais des mesures, d'abord je rappelle qu'on en a déjà prises, y compris en termes de reconfinement. Enfin, je m'adresse à toutes les Français, à tous les Français. Là, nous parlons de la situation francilienne qui est préoccupante. Je vais y revenir de façon précise, mais je vous rappelle que d'abord, on a pris des mesures générales. On est quand même sous couvre-feu à 18h dans tout le pays, et nous avons décidé, à Dunkerque, à Nice, puis dans tout le Pas-de-Calais, des mesures encore plus strictes, et notamment un confinement le week-end. Ce que je dis, c'est que, et que je répète, c'est que ce sont des dispositions, compte tenu de leur impact, qui doivent être prises dès qu'on a épuisé toutes les autres ressources. Le fait est, sur l'Île-de-France, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Joly, qu'aujourd'hui, les critères que nous avons utilisés pour recourir à des mesures de confinement, dont on a fait le choix qu'elles seraient le plus territorialisé possible, le plus proportionné possible. Donc, les mesures que nous avons prises pour faire face à la situation dans les Alpes-Maritimes ou au Pas-de-Calais, ces mesures, on les a fondées sur un certain nombre de critères. La situation hospitalière, ça a été évoqué dans le reportage, dans l'intervention, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées. 419 en Île-de-France ce soir. Le fait est, nous constatons aujourd'hui, malgré nos efforts collectifs, et croyez bien, c'est très bien d'avoir gagné déjà tout ce temps par notre action collective, par le sens des responsabilités qu'ont manifesté nos concitoyens, eh bien, on voit que là, on est dans une situation, je l'ai d'ailleurs dit dès vendredi, en visite à la Pitié-Salpêtrière, on est dans une situation préoccupante, critique, et très clairement, des mesures du type de celles que nous avons utilisées ou auxquelles on a eu recours dans les autres parties du territoire sont très clairement sur la table ce soir. Donc vous nous dites ce soir, un confinement le week-end en Île-de-France est une hypothèse qui est sur la table ce soir. Ce que je vous dis, c'est que il y a demain matin un conseil de défense, nous allons en discuter, l'avis du ministre de la Santé sera évidemment très précieux, nous débattons beaucoup, nous discutons, mais effectivement, je vous dis que c'est une hypothèse, parce qu'il faut être efficace et juste. Efficace, c'est prendre la bonne mesure au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, c'est ce que disait ce professeur, parce que sinon on met en danger dans les deux cas.
il faut le faire de manière équitable. Il n'y a absolument aucune raison que nous n'adoptions pas les mêmes mesures vis-à-vis d'une partie du territoire par rapport à une autre. Nos concitoyens sont attachés à l'équité et il faut le faire de façon adaptée parce que la région francilienne, permettez-moi de dire, comme 12 millions de personnes qui y vivent. C'est toute la région ou c'est une partie de la région? Alors, éventuellement, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Travailler sur des hypothèses? Oui. Je dis, nous travaillons sur des hypothèses, mais justement, la caractéristique de la région Île-de-France, vous le voyez bien, c'est une région qui est quand même très assez compacte, exactement, avec beaucoup de circulation des personnes. Donc, on va étudier tout ça, mais c'est difficile, effectivement, de la séparer. Bon, mais il y a des franges rurales à l'extérieur de l'île, enfin, qui sont autour de l'Île-de-France. Oui, mais pardonnez-moi, mais quand vous regardez, là aussi, ça fait partie des caractéristiques de la période actuelle. Nous avons des taux d'incidence qui parfois sont dans des zones rurales, dans des zones urbaines, enfin, sans que ce soit toujours corrélé et explicable. Donc, on verra le périmètre géographique, puisque, Monsieur Jeudi, c'est votre question que nous allons retenir. On va voir les mesures qu'il y aura lieu de prendre, mais il me semble, en tout cas, qu'effectivement, le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne. Sur la table, il y a beaucoup de téléspectateurs qui doivent penser à ce point très important. Est-ce que les écoles font partie, c'est-à-dire le confinement, fermeture des écoles, comme ça a été le cas au premier confinement, mais pas au second. Est-ce que c'est aussi une hypothèse qui est sur la table, la fermeture des écoles, ou ça reste l'extrémité, l'extrême possibilité? Alors, j'allais presque dire la réponse est dans la question, je dis. Mais vous l'avez répété. Oui, mais je pense quand même que tous les pays, je le disais, luttent face au même virus, adoptent des mesures finalement assez comparables, avec des temporalités un peu différentes, mais pas tant que ça. Bon, mais il y a quand même quelques spécificités. Et je pense que celle de la France, c'est de faire le choix, autant que faire se peut, de préserver l'école et notre système éducatif. Parce qu'alors, vous voyez, je parlais tout à l'heure d'équilibre des mesures. Voilà. En toute chose, il faut faire un bilan, comme on dit, coût-avantage. La première préoccupation, je le dis, ça n'a jamais varié, c'est la protection de mes concitoyens. C'est la préservation de la santé. Mais il faut que nous fassions attention, en prenant des mesures nécessaires à la santé, que l'on ne porte pas atteinte d'abord à d'autres aspects de la santé, je pense en particulier à la santé psychologique, ou à des sujets aussi essentiels que le décrochage des enfants. Songez quand même que du coup, la France est celle qui aura, de tous les grands pays occidentaux, quasiment le moins fermé ces écoles. Mais je reviens une dernière fois, Monsieur le Premier ministre, pour que les choses soient très claires. Ce soir, vous nous dites que plus que ces dernières semaines, et jamais autant que ces dernières semaines, l'hypothèse d'un reconfinement en Île-de-France a été sur la table. En tout cas, les données en sont réunies. Il faut bien voir et que nous ayons une pleine conscience des conséquences. Voilà. Il faudra bien accompagner tout ça, mais incontestablement, on est sur un point d'équilibre extrêmement précaire. C'est vous qui l'annoncerez jeudi ? Ah, écoutez ça, pardonnez-moi, les modalités d'annonce ne sont pas encore déterminées. Il faut d'abord qu'on prenne la décision, si vous permettez. Voilà, donc laisser le temps à la décision de se prendre selon la procédure prévue à cet effet. Vous évoquez les mesures que vous avez mises en place pour éviter le reconfinement. Il y a les transferts de patients vers la province. Ça avance doucement. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas RD pour. J'ai envie de vous demander, au-delà des transferts vous aviez parlé de plusieurs centaines, enfin c'est Olivier Véran la semaine dernière lors de sa conférence de presse. Depuis un an, on a l'impression aussi, par exemple, vous n'avez pas mis en place d'hôpitaux militaires en Île-de-France. Il y avait peut-être d'autres possibilités pour essayer d'éviter la saturation des 1200 lits de réanimation en Île-de-France, parce que c'est ça le problème finalement. Il n'y a que 1200 lits de réanimation. Effectivement, vous avez raison. La variable la plus importante dans la gestion de la crise, c'est effectivement la capacité des hôpitaux
à accueillir des patients, évidemment dans un état grave, puisque c'est eux qui vont en réanimation. Je voudrais faire plusieurs observations. D'abord, un peu de pédagogie. Ce sujet, je l'entends depuis le début, mais pourquoi diable n'ouvrez-vous pas davantage de lits de réanimation? Alors, un lit, je précise, ce n'est pas un meuble qu'on va acheter et qu'on installe dans une pièce ou même dans un grand bâtiment. Un lit de réanimation, il n'a de valeur que parce qu'il y a des personnels très hautement qualifiés qui s'occupent des malades qui sont dans ce lit. Dans ces lits. Bon. Or, chacun sait ici que pour former un anesthésiste réanimateur, voire une infirmière spécialisée en réanimation, il faut de nombreuses années. Donc on ne peut pas créer des lits de réanimation supplémentaires d'un claquement de doigts. Et les médecins vous disent qu'on est en déficit chronique de lits, notamment en Ile-de-France, et qu'on n'a pas amélioré les choses ces derniers mois. Mais encore une fois, pardonnez-moi, on ne peut pas recruter en quelques mois un médecin anesthésiste, ça n'est pas possible. Ensuite, il y a un autre sujet de déficit de personnel qui est vraiment propre à l'Île-de-France, c'est l'attractivité, mais là ça concerne plutôt le personnel paramédical, et donc là c'est l'objet du Ségur de la santé, même, près de 9 milliards d'euros, pour rendre beaucoup plus attractifs les métiers de l'hôpital, et on va augmenter de manière significative les places, je le dis parce que ce sont des formidables métiers, dans les instituts de soins infirmiers, dans les écoles d'aides-soignantes, là on va quasiment doubler le nombre de places, c'est un effort inédit. Alors comment ils ont fait pour gérer? Je finis de répondre à Monsieur Jeudi. Donc effectivement, d'abord, on a mieux réparti les malades au sein de l'hôpital. Il y a eu une capacité d'adaptation pour franchir le seuil des lits de réanimation en allant chercher des lits dans d'autres services. Il y a eu une solidarité entre les établissements publics et privés, on l'a encore vu ce week-end, et vraiment je me réjouis, parce que là aussi la crise a eu au moins ça de positif, qu'elle a cassé des frontières, elle a fluidifié tout ça, des relations aussi entre ce qu'on appelle la ville et l'hôpital, c'est-à-dire que des patients Covid qui ont été hospitalisés pendant la première vague, dans la deuxième ou aujourd'hui peuvent être traités chez eux, sauf si évidemment leur état est trop grave. Donc on a quand même eu une gestion des capacités hospitalières beaucoup plus fluide, beaucoup plus importante. Mais il y a un moment où on ne peut pas laisser ce système aller dans le mur, et donc il faut prendre des mesures d'anticipation. Jean Castex, vous n'avez pas un regret ce soir, le regret de ne pas avoir reconfiné par anticipation d'une certaine manière le 29 janvier dernier? Vous ne vous dites pas, on aurait peut-être dû mettre un coup de frein à ce moment-là, assez fort, et ne pas être acculé comme on l'est ce soir? Non, je n'ai pas de regret, je vous le dis, parce que les conditions à ce moment-là n'étaient pas réunies. Je vous fais d'ailleurs observer que les prévisions scientifiques qui étaient alors à notre disposition et qui nous poussaient à aller dans cette direction ne se sont pas révélées exactes, en tout cas dans la période qui a suivi. Peut-être pas en nombre de contaminations, mais vu ce qui se passe aujourd'hui en réanimation et au nombre de décès, on peut se dire qu'il y a un problème. Et il y a une difficulté, incontestablement, et nous allons l'affronter, nous y attaquer et essayer de la résoudre. Mais prendre des mesures aussi dures qu'un confinement, aussi porteuses de conséquences, aussi fortes, alors qu'encore une fois... Juste un point, monsieur. On fait un an. On fait un an. Le 29 janvier... Le niveau moyen des contaminations par jour était de mémoire autour de 20 000. Vous vérifiez. Le précédent confinement qu'avec le président de la République nous avons eu à décider, nous étions fin octobre, le niveau des contaminations était à 50 000. Bon. Donc il faut que j'explique à mes concitoyens, souvenez-vous, il y avait quand même eu beaucoup de protestations à la faveur du deuxième confinement. Il y avait eu beaucoup de difficultés. Bon. Donc, il faut quand même, je pense, que nous intégrions tous les paramètres et que nous puissions expliquer la logique de nos décisions. C'est une décision politique, c'est-à-dire, certes, le critère sanitaire est le premier, mais nous devons faire intervenir d'autres critères. Entre-temps, c'est aussi plus de personnes qui ont été contaminées, plus de personnes à l'hôpital et plus de peut-être aussi personnes plus vaccinées. de décès. Oui, et mais pas suffisamment. Pas suffisamment encore. Oui, mais regardez, des pays qui, autour de nous, ont confiné beaucoup, sont confinés depuis beaucoup plus longtemps, avaient fait baisser
sont obligés, je pense à l'Italie, de reconfiner à nouveau. Donc les expériences étrangères nous inclinent à la prudence et dire, encore une fois, le confinement est une arme de lutte contre la pandémie, le confinement territorial en l'espèce. On a aussi expérimenté le confinement national. Il doit y être fait recours quand les conditions sont strictement réunies. Monsieur le Premier ministre, pas de confinement préventif. Je voulais vous montrer ce soir les résultats de la consultation lancée par RMC auprès de ses auditeurs. 5000 auditeurs ont répondu. La question elle était toute simple, si je peux dire. Quelles sont, d'après les auditeurs, les 3 mesures prioritaires pour sortir de la crise? Première réponse, la fermeture des écoles et des universités pour 20% des auditeurs qui ont répondu. Encore une fois, ils sont 5000. Deuxième réponse, un confinement strict par département, comme au printemps de l'année dernière. Confinement strict, 17%. Enfin, l'ouverture de la vaccination à tout le monde, dès maintenant, 10%. Est-ce que ces résultats-là vous surprennent ? Je ne sais pas trop quel commentaire faire parce que bon, vous mettez, enfin, apparaît en tête fermeture des écoles et des universités. Qui est votre ligne rouge, oui, j'ai déjà répondu là-dessus. En même temps, ça fait que 20%. Enfin, vous voyez, j'aurais été surpris, puisque c'est votre question, s'il était apparu 80%. Bon, voilà, après je peux les commenter chacun. C'est la question de l'acceptabilité, Monsieur le Premier ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites confiance aux Français qui ont été plutôt raisonnables jusqu'à présent, où on a l'impression, on entend dire parmi les ministres, parmi les gens de la majorité, que le gouvernement serait très inquiet par le fait que les Français ne respecteraient pas, les Franciliens auraient du mal à respecter l'éventuel confinement? Très honnêtement, je ne le crois pas. Et je vais vous dire même, monsieur, je dis c'est le sens même de la décision que nous avons prise le 29 janvier dernier. Justement, moi je fais depuis le début de la gestion de cette crise, vous me l'avez souvent entendu dire, le pari de la responsabilité. Je ne suis pas favorable à l'infantilisation de mes concitoyens. C'est-à-dire que pourquoi il ne faut pas prendre des mesures strictes quand les conditions ne sont pas elles-mêmes strictement réunies? Mais parce que justement, vous ne les convaincrez pas complètement de leur bien fondé et donc vous ne les inciterez pas à les suivre. Aujourd'hui, les Franciliennes et les Franciliens, allez, on va parler peut-être aussi des gens des Alpes-Maritimes ou du Pas-de-Calais, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ils ont vu dans leur territoire que l'épidémie flambait, que les hôpitaux territoriaux étaient eux aussi complètement saturés. Bon, on a pris ces mesures au bon moment, je pense. Elles sont globalement acceptées. Donc, oui, et je veux rendre hommage au peuple français. Évidemment, il y a toujours des gens qui contestent. Il y a toujours des gens qui... Il me semble d'ailleurs que vous en accueillez un certain nombre régulièrement sur vos plateaux. Mais je ne le conteste absolument pas. Bon, mais je ne voudrais pas, c'est mon seul message, que ces gens qui contestent sans arrêt, et dont c'est le droit le plus strict, fassent oublier, comme vient de souligner M. Jeudi, qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui comprennent que la situation est extrêmement difficile, qu'il vaut mieux effectivement respecter les règles, pas tant pour faire plaisir au gouvernement, mais parce que c'est un acte de solidarité, parce que c'est un moyen de lutter collectivement on sent que ça contre vous agace, l'épidémie. on sent que ça vous pèse quand vous êtes devant votre télé, que vous regardez BFM TV et que certains se plaignent. Visiblement, ça vous chatouille un peu. Non. Ah. Non, j'écoute, voilà, je respecte tout le monde. Moi, mon sujet, c'est encore une fois de prendre les bonnes mesures au bon moment, d'expliquer pourquoi on les prend et d'essayer de me déployer, de convaincre. Au bout de maintenant, c'est presque 254 jours que vous êtes aux manettes. De ne pas arriver à convaincre les Français de manière plus majoritaire, c'est quand même... vous êtes toujours dans la responsabilité. Je l'appelle à la responsabilité et ça n'a pas l'air de fonctionner. Pour appuyer ce que dit Bruno ce soir, je vais vous donner un chiffre qui là est sorti du sondage de notre partenaire Elab. 81% des personnes interrogées, malgré tous les efforts que vous pouvez faire, malgré tous les mots que vous pouvez nous dire ce soir, tout ce que vous pouvez nous dire, 81% des personnes interrogées considèrent que la campagne de vaccination, pour ce qui est de l'approvisionnement en doses, est mal gérée. Comment vous encaissez ce résultat-là? D'abord, quand vous gérez
une crise de cette ampleur, une crise inédite, que vous êtes amené à prendre des décisions difficiles. On parlait de reconfinement, il faut voir ce qu'il y a derrière. Derrière, c'est fermer des établissements culturels, des réseaux. Bon, c'est un peu difficile de plaire. Bon. Et d'ailleurs, je vois que le gouvernement français n'est pas le seul à être soumis à une forme d'impopularité. C'est pas, messieurs, la popularité que je recherche. C'est pas ça. C'est l'efficacité et c'est de prendre les bonnes mesures. Alors, sur la campagne vaccinale, on peut peut-être y venir. 80%, m'expliquez-vous, de gens expliquent qu'on a mal géré le nombre de vaccins disponibles. Je lis votre tableau. Bon, on peut peut-être s'arrêter là-dessus. Organisation de vaccination, 74%. On peut s'arrêter là-dessus, sur les doses de vaccins disponibles. Et dans une seconde, AstraZeneca, parce que c'est important ce soir. Par le nombre de doses disponibles sur AstraZeneca, sur deux sujets. On va aller sur AstraZeneca tout de suite. Vous nous avez dit en tout début d'émission, tout début d'interview, que vous étiez prêt, dans quelques jours, si le feu vert était donné par les instances européennes, à vous faire vacciner, c'est-à-dire presque publiquement, avec le vaccin AstraZeneca. Ça veut dire que ce soir, vous n'avez aucun doute, vous, Jean Castex, sur la sécurité qui entoure ce vaccin? Alors, d'abord, je me suis exprimé à plusieurs reprises, encore dimanche soir. Depuis, les choses ont un peu changé. Je vais y venir. Tous les éléments dont je dispose, et croyez bien que je le regarde scrupuleusement depuis que la vaccination avec AstraZeneca a commencé en France, mais dans le monde, en Europe, les Britanniques ont vacciné de manière massive. Ça s'appelle la pharmacovigilance. Je suis de très près les résultats. On sait qu'il y a, puisque c'est la technique de vaccination où on vous inocule une petite part du virus qui provoque des effets secondaires, j'ai constaté qu'il y avait des phénomènes graves très rares, mais dont l'imputabilité à la vaccination n'a pas été établie. Donc, je considère encore aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier, que ce vaccin, et j'espère bien, enfin j'espère, c'est pas une question de foi, je pense que l'autorité sanitaire européenne va confirmer mes propos, je ne dispose pas des banques. Pourquoi diable voudrez-vous? Ma responsabilité personnelle pourrait être engagée, je ne dis pas que je vais me faire vacciner, je pense que c'est un vaccin utile et même surtout pour les formes graves de la maladie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais quand même, c'est très important. Bon. Pour se faire vacciner, la vaccination, il faut avoir confiance. Il ne suffit pas, c'est la moindre des choses, que le vaccin ne soit pas dangereux. Si c'était dangereux, on ne l'aurait même pas autorisé. Il faut aussi que les gens aient confiance. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons constaté, et ça s'est accéléré lundi, qu'aujourd'hui, je crois, c'est 13 pays, dont la France, alors maintenant les 12, avaient dit on suspend vaccin. Alors, si, avec le président de la République, nous n'avions pas pris hier la décision de faire pareil, qu'est-ce qu'auraient dit nos conseillers? Ils auraient dit d'abord, le gouvernement français nous protège moins que nos voisins. Pas possible. Et surtout, cette suspicion dans le vaccin. Justement, Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on ne pousse pas trop loin le fameux principe de précaution? Quand j'ai calculé 0,0006% de cas de troubles de la coagulation, puisque c'est ça qui... Vous êtes bien renseigné, voilà. c'est tout à fait ça. Certains pays avancent. L'Angleterre continue de vacciner, la Belgique aussi. Est-ce qu'on ne pousse pas trop loin le principe de précaution? Écoutez, en tout cas, moi je veux que la vaccination réussisse, et donc s'il y a le moindre doute dans l'esprit de mes concitoyens, il faut le lever. Alors, nous attendons l'avis de l'EMA, et dès que celui-ci... Pardon, exactement. Et donc, dès que celui-ci sera rendu, nous le suivrons. Mais ça, c'est contre-productif par rapport à, d'abord, la confiance. On sait qu'il a fallu gagner la confiance des Français. Au début, c'était pas gagné. Ça a été un travail de pédagogie qui a plutôt fonctionné. On voit les études d'opinion qui se sont retournées. Et puis, il y a aussi les personnes qui ont été vaccinées une première fois. Qu'est-ce que vous leur dites pour la deuxième dose? J'attends l'avis de l'EMA, monsieur, j'attends l'avis de l'EMA. Maintenant, nous sommes engagés dans ce processus. Vous me demandez, moi je ne suis pas médecin ni scientifique, vous demandez ma conviction de Premier ministre au vu des process qu'on a installés. Je pense que l'avis de l'EMA sera positif. Je pense donc que les deuxièmes doses, puisque telle est votre question, pourront être administrées et que nous pourrons
retrouver une pleine confiance dans ce vaccin. 20% des Et en personnes... même temps, on sait qu'il aura toujours, pour un certain nombre de nos concitoyens, des effets secondaires pendant quelques heures, pendant 24 heures. Enfin, le professeur Fischer explique ça très bien, comme la grippe. Vous voyez, je vous le dis, excusez-moi, faisons un petit retour en arrière, puisqu'on est au bilan. Souvenez-vous, les premiers vaccins qui sont apparus, qui sont Pfizer, Moderna, c'était des vaccins vraiment totalement nouveaux, enfin d'une technique totalement nouvelle, l'ARN messager. Mais vous souvenez-vous comment, sur vos antennes et ailleurs, on parlait de ce vaccin. Oh là là, c'est nouveau, je ne veux pas être cobaye, j'en veux pas, j'attends les vaccins traditionnels. Et aujourd'hui, le vaccin maudit, c'est AstraZeneca. Bon, voilà, et vous verrez que dans quelques jours, je l'espère en tout cas, il ne sera plus maudit. Notre intérêt, c'est que la vaccination prospère. C'est notre porte de sortie de cette crise qui dure depuis trop longtemps. Monsieur Castex, 20% des personnes que nous avons interrogées font confiance ce soir au vaccin AstraZeneca. 20%. Vous avez, à la seconde où l'Agence européenne donnera son feu vert, vous avez un boulot monstrueux qui vous attend pour redonner confiance aux Français dans ce vaccin-là tout particulièrement. C'est pour ça que je vais donner l'exemple. Parce que vous me posiez la question. Et on va y arriver, il faut y arriver. Voilà. Il faut y arriver parce que il y a une part d'irrationnel, mais vous savez, bon, vous me donnez ces chiffres. Je vous rappelle, là aussi, il y a quelques mois, le nombre de Français qui étaient réticents à la vaccination en général, qu'il s'agisse de Pfizer, d'AstraZeneca. D'ailleurs, ces mots étaient encore étrangers à notre vocabulaire collectif. Bon, et vous voyez, maintenant, il y a un engouement. Vous m'avez montré un sondage où nous nous faisons engueuler parce que ça ne va pas assez vite. Oui, il y a même de la colère parce que ça ne va pas assez vite. Oui, mais ça, il faut y revenir. Il faut y revenir à ce point essentiel. Certes, AstraZeneca est dans l'actualité, mais c'est le processus de vaccination. Donc, on a commandé des doses vaccinales au niveau européen. Et on a bien fait. Je pourrais y revenir si vous le voulez. Et on pourra vous interroger aussi là-dessus, effectivement. Volontiers. Je souhaiterais même que vous m'interrogiez là-dessus. Ça tombe bien. Donc, en tout cas, on les a commandés au niveau européen, l'Europe a passé des commandes, et les livraisons s'échelonnent dans le temps, pas que pour la France, pour tous les pays. Il faut que nos concitoyens mesurent, là encore, on est à 1 an. D'abord, la rapidité exceptionnelle avec laquelle les scientifiques ont conçu ces vaccins. C'est exceptionnel, c'est inédit dans l'histoire. Ça c'est très bien, Monsieur le Premier ministre, on l'a compris. Permettez-moi d'expliquer. Et maintenant, il faut les produire et les fabriquer. Et il faut qu'ils arrivent à l'heure. Parce qu'on a bien vu aussi qu'il y avait des retards. Absolument. Nous devions recevoir 6 millions de doses d'AstraZeneca en mars, plus de 9 millions en avril. À quel point la suspension là, des quelques jours va mettre par terre le déploiement de la campagne de vaccination? 2 questions à une, je vais essayer de répondre. Bon. D'abord, donc, il y a des commandes face à une industrie qui est complètement surchargée et donc qui livre au fur et à mesure. Vous avez raison, dans certains cas de surcroît, les délais de livraison ne sont pas respectés. C'est profondément anormal. Et il faut que l'Europe montre les crocs et qu'on dise à ces laboratoires, vous devez respecter les engagements contractuels que vous avez montrer les crocs, pris. Ça veut dire y compris aller en justice contre Alors, aller en justice, au bout du bout, peut-être. Enfin, le but, c'est surtout d'obtenir les vaccins et le respect des engagements contractuels. Et vous allez tenir vos objectifs? Parce que vous aviez des objectifs qui étaient très ambitieux. Ça, c'est la deuxième question. Ça me donne l'occasion de les rappeler, peut-être, mes objectifs. Oui, absolument. Donc, j'ai fixé, est-ce qu'on peut dire un truc simple, 10, 20, 30. D'accord. Alors, 10, c'est 10 millions de Français qui ont eu leur première injection. Ça, l'objectif que j'ai fixé, je l'ai dit dans les conférences de presse, c'est le 15 avril. Bon. Donc, je dis ce soir, malgré les retards de livraison d'AstraZeneca auxquels vous venez de faire allusion, si bien entendu le stock d'AstraZeneca que nous avons peut être utilisé, c'est-à-dire on revient à la question précédente de l'EMA, et si les Français ont confiance, et si les Français reprennent confiance, et il faut qu'ils reprennent confiance, eh bien nous sommes en mesure d'atteindre l'objectif de 10 millions au 15 avril. 10 millions mi-avril et ensuite 20 millions. Alors après, donc là,
c'est là que ça va dépendre à la fois du rythme des livraisons et surtout de l'adhésion de nos concitoyens. Donc ce que j'ai annoncé, c'est assez simple, hein, donc 20 millions le 15 mai. Donc s'il y a des retards ou si ça n'adhère pas, ben on perdra 15 jours. Et 30 en, et 30 en juin. 30 exactement à la mi-juin ou à la fin juin s'il y a ces retards. Alors je comprends, hein, parce que les gens ils sont impatients, ils veulent se faire vacciner tout de suite. Je comprends parfaitement ça, mais je leur demande en retour de comprendre que ce soit la France ou les autres pays, il y a une production qui tourne à plein régime. L'Europe commande, elle a même accru ses commandes, parce qu'on parle de retard, mais l'Europe a aussi réalisé des commandes nouvelles. On l'a vu récemment pour le vaccin Pfizer, d'accord ? Elle a obtenu des doses supplémentaires en négociant, mais ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Je ne suis pas là pour raconter les sornettes. Sur ce point-là précisément, il y a un chiffre qu'il faut donner aux téléspectateurs et qu'ils ne l'ont peut-être pas en tête ce soir. 30% des vaccins, des doses qui sont produites sur le sol européen par Pfizer, par AstraZeneca, sont exportés vers le reste du monde, avec l'accord de Bruxelles, avec l'accord de la Commission européenne. Est-ce que ce fait-là ne montre pas à quel point l'Europe a été naïve sur ce dossier, quand on voit par exemple que les Américains sont assis sur 30 millions de doses d'AstraZeneca et qu'ils refusent de nous en céder, alors que ce vaccin, pour l'instant, n'est même pas autorisé chez eux. Est-ce qu'on n'a pas été complètement naïf sur ce dossier-là? Alors, premièrement, l'Europe a passé des commandes dans la durée de manière quantitative, de quoi très largement satisfaire, y compris en incluant les exportations qui quittent l'Europe, les besoins de la population européenne. Bon. Deuxièmement, c'est justement parce qu'il y a, Bruno m'interrogeait tout à l'heure sur les mesures de rétorsion en disant vous allez les traîner devant les tribunaux. Ben, heureusement qu'on a cette arme pour pouvoir agir sur les exportations de ces laboratoires. C'est un rapport de force, soyons clairs, c'est un rapport de force, il ne faut pas céder. Il ne faut pas dire aujourd'hui on stoppe les exportations? Alors, moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'on obtienne les doses dans les délais prévus. Après, l'utilisation des moyens, elle doit être adaptée à la finalité recherchée. Donc, il faut aussi dire une chose à celles et ceux qui nous écoutent. On a une production qui est poussée au maximum. Le fait qu'on ait en Europe des commandes groupées est un atout considérable. Si chacun commandait, si chaque pays européen commandait dans son coin, ça n'aurait aucune incidence sur le volume de doses produites et le rapport de force serait encore plus inégal, encore plus inégal. Là, l'Europe, il faut le dire haut et fort, est un moyen pour nous d'obtenir d'abord des doses diversifiées. Des doses diversifiées. Les pays qui ont agi seuls ne recourent qu'à un type de vaccin, enfin en tout cas une variété moins. Tandis que là, l'Europe, on a le Pfizer, on a bientôt un nouveau qui arrive qui s'appelle Johnson & Johnson, normalement à partir de la mi-avril. Donc c'est une garantie pour nous. Mais pour avancer, Monsieur le Premier ministre, tout ça fait quand même que nous sommes en retard par rapport à des pays comme le Royaume-Uni, par rapport à des pays comme Israël, par rapport à des pays comme les États-Unis. De fait, et juste une chose, on est d'accord que si dans 2 jours, l'Agence du médicament européen nous dit on ne peut pas réautoriser AstraZeneca pour le moment, c'est une catastrophe pour nous. Ah, ce serait une très mauvaise nouvelle, incontestablement. Incontestablement. Mais, je répète, les données dont je dispose en France, et ce que je lis de la littérature, me conduisent à espérer que telle ne sera pas la décision qui sera prise. On mentionnait tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, cette phrase d'Emmanuel Macron, le maître du temps, c'est le virus. Le président avait donné comme horizon mi-avril pour espérer un éventuel début d'allègement des contraintes très progressif. Est-ce toujours votre objectif ce soir? Est-ce que vous avez toujours en tête cette barrière de mi-avril? Ou est-ce que les développements de ces dernières heures vous obligent ce soir à repousser cette perspective? En tout cas, vous voyez bien que tous les éléments dont nous parlons depuis le début de cette conversation, la recrudescence du virus, les effets plus nocifs du variant britannique, les aléas sur la vaccination, me conduisent à vous dire que je serais imprudent de vous annoncer une date ou une échéance ce soir. Donc mi-avril, on oublie. En tout cas, moi, je dirais qu'effectivement,
si, il faut dire la vérité aux gens, si les choses se passent comme je viens de vous les décrire, et vous avez vous-même relevé qu'il y a un certain nombre d'incertitudes, enfin, si nous arrivons à les lever, nous faisons tout pour cela, si nous arrivons à les lever, on peut dire qu'effectivement, en tout cas, et avril-mai, et voilà, je vous dis, 10, 20, 30, c'est-à-dire que vous voyez bien que quand on sera arrivé, il faut croiser en réalité pour faire les rouvertures, puisque c'était votre question, le nombre de personnes vaccinées, l'évolution du nombre de contaminations, la pression hospitalière, voilà. C'est ce cocktail de critères qui va pouvoir nous dire, dans des conditions d'ailleurs que nous préparons et que je suis prêt à vous expliquer, comment on pourrait en sortir. Pour reprendre votre rythme 10, 20, 30, est-ce que vous travaillez concrètement sur des sorties, j'allais dire, échelonnées? Alors peut-être d'abord les musées, les cinémas, il y a aussi les restaurants, les bars, les foires, les salons. Est-ce que vous travaillez déjà au moins par catégorie? Mais pour reprendre votre triptyque, mai, peut-être avril, peut-être les musées, mai, peut-être les restaurants, et puis il y a peut-être en juin... Ça s'appelle des scénarios. Tout le monde vous attend là-dessus. Vous travaillez forcément sur des scénarios. Mais... Puis vous savez, c'est des professions dont on parle plus beaucoup. On a l'impression qu'elles sont un peu... même... les évoque plus beaucoup dans le discours public. Les établissements publics culturels? Non, je parle aussi les restaurateurs, les responsables de foires et salons. Si, mais moi je les reçois tout le temps, je les vois tout le temps. Je m'occupe d'eux. D'ailleurs, j'en profite quand même pour vous dire ce que tout le monde, je crois, reconnaît, mais je voudrais que mes concitoyens en aient bien conscience. Pour l'accompagnement de tous ces secteurs fermés, avant que d'évoquer dans un instant les perspectives de réouverture, la France peut être fière du quoi qu'il en coûte. On les a sauvés. Et vous savez, je discute beaucoup avec leurs représentants, et quand on fait des comparaisons internationales, vous en faisiez par rapport à d'autres pays pour la vaccination, vous avez raison, mais il faut les faire sur tous les registres. Mais le quoi qu'il en coûte, on va y revenir dans une seconde, Monsieur le Premier ministre. Simplement pour qu'on reste sur ce calendrier éventuel de réouverture. Qu'est-ce que vous avez en tête ce soir, Monsieur le Premier ministre? Secteur par secteur, les ministres, les administrations concertent avec les représentants de ces secteurs, hôtellerie, café, restaurant, le secteur de la culture, le secteur du sport, etc., pour trouver des protocoles de réouverture. Il y aura sûrement des étapes. Vous savez, ça me rappelle un peu, si vous me permettez, le déconfinement du mois de mai, où on y était allé. C'était votre boulot à l'époque déjà. Exactement. Où on y était allé de manière progressive et du reste relativement satisfaisante. Donc, il faut négocier le calendrier. Qu'est-ce qu'on va prioriser? C'est jamais simple. Par exemple, le secteur culturel que vous avez évoqué, les cinémas, les théâtres, ils ne sont pas tous pareil du point de vue de la circulation virale, et en même temps le secteur souhaite ne pas justement avoir des ouvertures saucissonnées. Le cap, Monsieur le Premier ministre. Donc le cap, c'est de dire, dès que les critères sont réunis, on a assez vacciné de gens, l'épidémie commence à décroître, la pression hospitalière s'allège, eh bien on pourrait ouvrir ce qu'on appellerait la première étape. C'est quoi la première étape? La première étape, c'est des ouvertures avec des jauges élevées, avec des... On commence par les musées, on commence par les restaurants, on commence par quoi? Alors, ça, je veux dire, les secteurs professionnels n'auront peut-être pas le même calendrier. Vous savez très bien que les hôtels, cafés, restaurants sont les endroits où les risques de contamination virale sont les plus élevés, puisqu'on doit enlever le masque. Donc, peut-être que le calendrier ne sera pas le même. En tout cas, sachez que ces travaux sont en cours avec chacun des secteurs professionnels pour qu'on puisse les rouvrir en parfaite sécurité et dans des conditions, encore une fois, échelonnées au fur et à mesure du recul de l'épidémie et de la progression de la vaccination. On sent, Monsieur le Premier ministre, que sur ce sujet-là, pardon, mais vos réponses sont très floues ce soir. Qu'est-ce que vous avez en tête, vous? Qu'est-ce que vous espérez, même d'une certaine manière? Elles sont floues sur le calendrier, parce que je ne peux pas... Je suis à peu près au clair sur la méthode avec laquelle nous allons procéder. Je suis à peu près formel sur le principe. Ça va arriver. Bon, mais je constate avec vous, nous constatons que nous avons une évolution de l'épidémie, encore une fois, en large part à cause des variants qui jouent les prolongations, qui s'intensifient. Et donc, il ne serait pas
complètement raisonnable ce soir à la fois de dire on va prendre des mesures strictes et puis je vous annonce une date précise de rouverture. Ce que je peux dire à mes concitoyens, c'est que rouverture, il y aura. Parce que la vaccination et toutes les mesures que nous prenons, la vaccination va finir par produire ses effets. Une petite parenthèse sur la culture. Votre ministre, Roselyne Bachelot, ce matin, interrogée sur les Césars, s'est indignée que les artistes avaient, je la cite, piétiné leur outil de travail à l'occasion de la cérémonie de samedi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Écoutez, chacun se sera fait sa propre opinion sur cette cérémonie. Bon, la vôtre. Voilà, il me semble qu'il y a eu des cérémonies peut-être de meilleure tenue, mais bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez vous savez, la culture, en France, partout dans le monde, c'est quand même un sujet très important. Navrant, dit Roselyne Bachelot. Navrant. Et donc, le fait que tous les acteurs de ce secteur de la culture soient désespérés par la situation, par le fait qu'ils ne puissent plus exercer, finalement, s'explique. Bon, je voudrais là aussi leur rappeler, ils le savent, toutes les mesures que nous avons adoptées pour eux. L'année blanche. L'année blanche. Mais enfin, juste un chiffre quand même. Bon, ça parle pas, les milliards. Ils ne sont pas très reconnaissants quand même, M. Castex. 7,4 milliards d'euros. Mais ils ne sont pas très reconnaissants. 7,4 milliards d'euros que nous avons débloqués. Voilà. On a fait un plan de relance pour l'après-crise, 2 milliards d'euros, là où l'Espagne mettra 800 millions dans la culture. Alors, mais bon, je ne suis pas là pour chercher la reconnaissance. Je suis là pour que la culture française et les acteurs culturels passent ce cap difficile et qu'ils comprennent que la nation, à travers nous, fait tout pour eux, parce que la culture c'est important, parce qu'ils ont envie de travailler, parce qu'aussi nos concitoyens ont besoin, ont soif de culture. Mais pour l'instant, on ne peut pas les rouvrir. Voilà. Et je voudrais leur dire simplement, à travers leur manifestation, qu'ils ne se trompent pas de cible. Leur ennemi, c'est pas le gouvernement, c'est pas Roselyne Bachelot qui fait tout ce qui est en son pouvoir. Justement, pour les Monsieur le soutenir. Premier ministre. Leur ennemi, c'est le virus. Monsieur le Premier ministre, la culture sera prioritaire quand le pays pourra rouvrir ? La culture, tout sera prioritaire. La culture sera prioritaire. Il faudra bien des priorités dans les priorités. Oui, mais peut-être que ce sera par type d'établissement plutôt que par secteur. Vous voyez très bien qu'il y a des, tout ce qui se passe en plein air, par exemple, présente moins de risques que ce qu'il y a à l'intérieur. C'est plutôt des critères de cette nature qui interviendront que le secteur professionnel dont il s'agit. On essaie d'avoir avec vous ce soir un calendrier, des perspectives. On voit évidemment, et on le comprend, que c'est difficile vu la situation dans laquelle nous sommes. Et le souci, c'est sans doute ce que ressentent ceux qui nous regardent, c'est que on a l'impression depuis un an que nous courons tous, que vous courez aussi après le temps, après le virus, j'allais dire de semaine difficile en semaine difficile. Regardez. Les semaines à venir seront sans doute difficiles. Très difficile. Les 15 premiers jours d'avril seront difficiles. Difficile ? Difficile. Notre pays doit être uni pour affronter les temps difficiles qu'il traverse. Difficile. Le mois de novembre sera Difficile. La situation sera très difficile. Cette épreuve qui dure depuis bientôt un an est difficile pour chacun de nous. Voilà. On voit à quel point, Monsieur le Premier ministre, le virus dicte sa loi, mais vous l'avez dit à l'instant, vous avez fait tout ce que vous pouviez pour accompagner le fameux quoi qu'il en coûte. Est-ce qu'on arrive, un an après le début de cette épidémie, à un moment où vous commencez à vous dire le quoi qu'il en coûte va devoir prendre fin, parce que nous ne sommes plus capables, financièrement, budgétairement, d'assumer ce que nous avons fait depuis un an? Alors, la réponse est clairement non. Je pense que tant que nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il serait beaucoup plus dangereux, y compris pour notre économie, de cesser de la soutenir et donc de couper les aides, puisque c'est votre question, parce que ça aurait des conséquences économiques dramatiques. D'ailleurs, j'observe que des institutions très sérieuses, y compris le FMI, l'OCDE, enfin il y a un consensus des économistes pour dire, tant que la crise est là, il faut mettre le paquet pour soutenir l'économie. C'est ce que la France a fait,
Et c'est ce que la France continuera de faire. Hier, j'ai réuni les partenaires sociaux au cours de ce qu'on appelle la conférence du dialogue social, et ce sujet était, parmi d'autres, à l'ordre du jour. Comment on prépare l'après, alors pas sous l'angle quels protocoles sanitaires vont permettre de rouvrir tel ou tel secteur, qui vont rouvrir, mais sous l'angle, tous ces dispositifs d'accompagnement, comment on les débranche. Et on s'est tous accordés pour dire que ça devrait être très progressif, si possible faire du cas par cas, très ciblé, très adapté, mais à aucun cas, vous m'entendez, n'y aller de façon brutale. Parce que là, même économiquement, les conséquences seraient extrêmement préjudiciables. La France peut supporter justement, budgétairement, financièrement, un nouveau confinement? On sait qu'il y a des pays voisins, espagnols par exemple, fait part de leurs difficultés financières, et c'est une des raisons sans doute où ils sont plus relâchés. Oui, enfin, il y a des pays qui ont moins accompagné leur économie depuis le début. Je ne dis pas simplement dans cette dernière phase. Donc, nous connaissons maintenant, on a l'habitude, les outils d'accompagnement économique et financier lorsqu'on prend des mesures, sont d'ailleurs à l'œuvre, je le répète, dans les Alpes-Maritimes, et bien entendu, nous les mettrons en œuvre. Si vous me permettez, là aussi, vous faites... Vous les mettrez en œuvre ? Nous les mettrons en œuvre si nous prenons des décisions, pardonnez-moi, de reconfinement territorialisé. Un petit mot, puisque vous parlez des 1 an. On a fait un confinement, vous vous en souvenez, adapté au mois de novembre. Bon, nous avons été là aussi très critiqués. Bon, pourtant, ce confinement a permis de faire chuter la progression de l'épidémie. Elle était en chute constante jusqu'à ce que monsieur le variant anglais vienne nous mettre un peu la panique. Ce qui nous a permis de passer Noël, d'avoir un mois de décembre correct, janvier, février, avec un niveau d'activité de l'économie qui est celui qui a le moins chuté en Europe, jusqu'à ce jour. Ce qui veut dire, j'achève de répondre à votre question, que les sommes que nous avons budgétées, ça s'appelle la loi de finances, pour 2021, c'est-à-dire l'année en cours, au titre de mesures d'accompagnement d'éventuels reconfinements, couvre-feu, etc. Pour l'instant, nous avons un peu de réserve pour faire face à des mesures. Mais je crois qu'encore une fois, c'est indispensable. Au nom de même de quelle équité, un commerce ou une activité économique ou une activité culturelle que par souci de précaution sanitaire, l'État, les pouvoirs publics ferment, ils ne les indemniseraient pas. C'est incompréhensible. Et c'est économiquement dangereux. Si on avance un peu et qu'on se place dans la perspective de la sortie, parmi les outils, est-ce que le passeport sanitaire en est un pour la France? On sait que l'Europe y travaille dessus. Est-ce que vous adhérez à ce principe? Le président de la République ne parle pas de passeport sanitaire, parle de passe sanitaire, je crois, passe santé. Quel est votre... Des choses différentes. Le passeport je vais répondre au passeport sanitaire. J'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises. Le passeport sanitaire, nous souhaitons qu'il soit effectivement étudié dans un cadre européen. Le passeport sanitaire, il est né de l'idée, voilà, d'ailleurs certains pays, je pense à la Grèce en particulier, on dit des pays plutôt touristiques, pour venir passer les vacances chez nous, et il faudra montrer, attester qu'on a été vacciné. Bon. La position de la France a été constante sur ce sujet. Souci sanitaire, ne pas créer de fausse sécurité. Il y a encore, je le dis, quelques incertitudes sur le fait de savoir, nous ne sommes pas tous égaux, le vaccin nous protège, mais on peut rester contagieux. Notre immunité peut durer plus ou moins longtemps. Donc, il y a quand même des questions sur la validité de ce passeport sanitaire qui sont posées. Bon. Il y a ensuite, et je le comprends très bien, puisque ces questions ont été soulevées, aussi des considérations éthiques. Voilà, parce que, bon, ce passeport permettrait ou ne permettrait pas d'accéder à certains lieux. Mais surtout, évidemment, il faut l'harmoniser au plan européen. Et la France, par l'intermédiaire du président de la République, a beaucoup poussé pour qu'une réflexion communautaire, qu'on parle de la même chose, qu'on utilise les mêmes outils, avec les mêmes finalités. Et c'est effectivement
je dis le travail qui est engagé à l'échelle de l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre, est-ce que le Covid aujourd'hui écrase tout dans votre agenda? Non. Non. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, le Covid me prend 100% de mon temps et j'ai 100% restant pour tous les autres sujets. Je pourrais vous en citer beaucoup. Il y en a un quand même que je veux distinguer, c'est pas le seul, c'est quand même la sécurité. Alors pas cette fois-ci sanitaire. C'est l'autre urgence du gouvernement? En tout cas, c'est un sujet trop... Je n'oublie pas qu'il y a eu plusieurs attentats terroristes très graves, mortels, depuis que je suis en fonction. Et donc, avec les ministres concernés, avec les services concernés, c'est un sujet que je suis de façon très précautionneuse. Il y a par ailleurs, dans un autre registre, des violences, que vous voyez, donc je cherche sans cesse à adapter notre législation, notre appareil, pour y répondre. Donc, les questions de sécurité me mobilisent beaucoup. Nous avons aussi une activité législative importante. Sur la sécurité, pour revenir là-dessus, cette ultra-violence que nous avons vu tous se développer ces dernières semaines à la une de l'actualité, cette ultra-violence chez une partie de la jeunesse. Comment est-ce qu'on répond à cette problématique-là, alors qu'encore une fois, je le disais, et vous le disiez, une grande partie de votre temps est écrasée par le Covid. Comment est-ce que vous gardez ça en tête et quelles solutions vous pouvez apporter face à ce problème-là précisément? Alors, d'abord, puisque vous parlez de mon emploi du temps, encore vendredi, c'est pas vieux, j'ai réuni l'ensemble des ministres concernés par ce sujet. Je dis bien l'ensemble, ce qui amène aux réponses. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a les aspects répressifs, il y avait le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, il n'est pas question d'accepter un certain nombre de constatations, mais je pense qu'une politique de sécurité, à mes yeux, c'est une politique globale. Il y avait aussi le ministre... Ah ben, pour faire quoi? D'abord, ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire nous intensifions les moyens dévolus dans les quartiers difficiles, dans les endroits où l'insécurité est la plus forte. D'accord ? On a quand même, je rappelle que sous ce quinquennat, on aura créé 10 000 postes de forces de sécurité intérieure, de policiers, de gendarmes. Ma plus-value, vous le savez, depuis que je suis arrivé, je ne cesse de le dire, je mets désormais beaucoup de moyens dans le service public de la justice, parce que les faits que vous décrivez et qui ne sont pas admissibles, il ne suffit pas que j'ai des policiers et des gendarmes pour les élucider, il faut aussi que le service public de la justice y apporte les réponses appropriées. Et comme je ne cesse de le dire... Là, il y a du travail, monsieur le Premier ministre. Ah, il y a beaucoup de travail. Parce qu'il y a peut-être plus de fermeté relevée récemment dans un rapport parlementaire, mais en même temps, il y a à peu près 46% des peines qui sont non exécutées au bout de 6 mois. Oui, et il y a beaucoup d'indicateurs qui est aussi le délai pour obtenir un jugement, qui est aussi extrêmement anormalement long dans certains secteurs. Donc la politique du gouvernement, et là vraiment, celle sur laquelle je mets auprès du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, le maximum d'énergie. Je veux dire, il ne faut pas s'étonner qu'on ait les éléments que vous rapportez quand on sait que depuis 30 ans, 40 ans, l'État, la justice c'est quand même le cœur de l'État, l'État donne des moyens à sa justice, à la justice rendue au nom du peuple français, qui sont dans la moyenne la plus basse de l'Union européenne. Voilà. On est très mal classé par le nombre de magistrats, de greffiers, etc. Il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner que ça produise ce résultat. Je ne suis pas là pour mettre en cause l'autorité judiciaire. Au contraire, je suis là pour la soutenir, mais parce que j'ai parfaitement conscience, comme vous le dites, que si on accroît les moyens des forces de sécurité, mais qu'on n'accroît pas aussi ceux de l'autorité judiciaire, eh bien, la réponse ne sera pas apportée. Mais ça, un problème de moyens et pas un problème, par exemple, de laxisme de la justice. C'est l'accusation que porte la droite, l'extrême droite, face à un certain nombre de décisions qui ont pu être prises ces derniers temps. Mais, excusez-moi. La droite, oui, je le rappelle, la droite d'où vous venez, M. Castex. Oui, dire la justice est laxiste. Bon, d'abord, je rappelle qu'il y a des voies de recours quand on n'est pas content d'une décision. On peut faire appel, on peut même aller jusqu'à la Cour de cassation. Bon. Mais à supposer même
que ce diagnostic soit avéré. Bon. Dans un état de droit, ce n'est pas le gouvernement qui prononce les peines de justice. Moi, je crois surtout, parce que le laxisme, c'est une notion subjective, moi, je crois surtout à des données objectives qui sont de la nature de celles que Bruno Jeudi a relevées tout à l'heure, c'est-à-dire des parquets et des tribunaux et des cours qui sont encombrés, des affaires qui s'accumulent, des délais qui s'allongent, des réponses qui ne sont pas apportées, parce que, oui, je le dis et je le revendique devant vous, ça c'est une donnée objective, on n'a pas donné depuis des décennies les moyens au service public de la justice d'être le plus efficace possible. Et un autre chantier, vous savez, j'ai parlé du plan de relance, on a beaucoup à faire aussi dans la numérisation des procédures. Il y a des progrès qui ont été faits, mais il y a encore des champs d'amélioration considérables. Mais sur la Tout sécurité, ça pour réduire les délais et l'efficacité. Sur la sécurité, monsieur le Premier ministre. À la présidentielle, vous serez jugé sur la sécurité ou sur le Covid? Bon, je pense que nous serons jugés sur l'ensemble de notre action. Hein. Le Covid, évidemment, sera sûrement un élément très important. C'est une... comment dire, une crise d'une ampleur qui se produit tous les 100 ans. Donc évidemment, il est clair que la façon dont les pouvoirs publics l'auront géré comptera dans le jugement de nos concitoyens. Mais je crois que ce n'est pas le seul élément qui entrera en considération. Quand je disais tout à l'heure que la justice était accusée, le gouvernement aussi était accusé de laxisme par un certain nombre de responsables, je pensais notamment à Marine Le Pen. Marine Le Pen qui, d'après les derniers sondages, alors évidemment vous allez me dire on est à un an de la présidentielle, mais quand même c'est un indicateur et sans doute une alerte pour vous, qui se rapproche dans les sondages d'Emmanuel Macron dans la perspective d'un deuxième tour. Est-ce que cette perspective-là vous inquiète, vous personnellement, monsieur le Premier ministre? Alors, le sondage, pas forcément. La perspective que Mme Le Pen se rapproche du pouvoir, oui, est extrêmement inquiétante. Je pense que ce serait une catastrophe pour notre pays. Mais vous l'envisagez, c'est une hypothèse que vous avez en tête. En tout cas, comme je l'ai toujours fait dans ma vie, je me battrai de toutes mes forces pour que ça n'arrive pas, parce que ce ne serait pas l'intérêt du pays et de mes concitoyens. Et donc, il faut, ça revient à la question précédente, que nous soyons les plus compétents, les plus convaincants, pour servir notre pays, pour le transformer et pour le protéger. Vous voyez bien qu'elle se normalise, en quelque sorte, qu'elle se banalise presque. Oui, je n'y crois guère. Votre ministre de l'Intérieur a même trouvé qu'elle était un peu molle l'autre jour. Oui, enfin, en tout cas, ce qui est clair, c'est que je suis sûr que Mme Le Pen ne serait pas en état et n'aurait pas les compétences nécessaires pour gérer ce pays. Madame Le Pen a toujours été dans une opposition parfois outrancière. Là, elle essaie, ça ne m'a pas échappé, de se revêtir d'atours un peu plus sympathiques, mais le fond n'a pas changé. Vous n'y croyez pas? Non. À cette banalisation? Non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, concrètement? Parce que, si vous voulez, d'abord, le fond idéologique reste le même, je pense, et puis parce que, oui, vous l'avez d'ailleurs vous-même décelé, je pense que ça s'appelle de la stratégie électorale. Et il faut à tout prix... D'ailleurs, je regrette beaucoup que d'autres forces politiques entrent un peu dans ce jeu. Quand j'entends dire entre M. Macron et Mme Le Pen, quasiment c'est la même chose, on ne choisira pas. Enfin, c'est tout à fait scandaleux. Là, on montre qu'il y a quelque chose qui se passe qui est profondément anormal et il faut lutter de toutes nos forces. Vous pensez aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon? Par exemple, oui. Oui, c'est extrêmement choquant. Cette gauche qui ne choisirait pas entre Emmanuel Macron et Mme Le Pen? Et Mme Le Pen, oui. Voilà, je pense qu'une limite inacceptable a été franchie en disant ça. Jean Castex, au tout début de cette interview, on évoquait votre poste. Il y a un an, au début du premier confinement, vous étiez maire de Prades, 6 000 habitants, si je ne m'abuse. Vous êtes, un an après, à la tête d'un pays d'un peu plus de 60 millions d'habitants, avec Emmanuel Macron, évidemment, quand je disais à la tête. J'ai compté, et on a compté avec Bruno, ça fait un peu plus de 250 jours que vous êtes ici à Matignon. On est juste en dessous de votre bureau. D'être passé de Prades, 6 000 habitants, à Premier ministre de la France, est-ce qu'il y a un côté vertigineux? C'est à la fois
je le dis, un grand honneur et une très lourde responsabilité. Bon, j'avais quand même eu d'autres fonctions que celle de maire de Prades, encore que je vais vous dire, messieurs, qu'avoir été maire, précisément dans une ville de 6 000 habitants, où là on est en première ligne. Ah, ça me manque un peu. Le côté, comme vous faites, oui, ça me manque un peu, le contact direct. J'étais extrêmement attaché à ma fonction de maire. C'est une très belle fonction. Vous verrez, toutes celles et ceux qui ont l'honneur de l'occuper vous le diront, c'était une très belle fonction, mais ça m'est, mais soyez-en persuadés, utile tous les jours d'avoir été pendant et pourtant 12 ans. Maintenant, on vous reproche parfois d'être un peu loin des élus locaux, de leurs préoccupations, de leurs attentes. On entend ça. Oui, mais vous savez, il y a ce qu'on dit au plan national, puis accompagnez-moi sur le terrain quand je vais les voir, ça se passe bien. Et les relations au-delà de moi, là aussi, les relations entre l'État, les préfets, les services dans les territoires et les élus locaux se passent le plus souvent formidablement bien. Et c'est l'honneur de la France. Alors on peut toujours monter en épingle. Ça frotte un peu avec les associations d'élus. D'un mot. Les associations d'élus. Encore que, excusez-moi, mais je dis, dites les associations d'élus, mais... Elles sont importantes. Eh bien, elles sont importantes, mais il faut le dire à celles et ceux qui nous écoutent. Depuis que je suis Premier ministre, j'ai signé avec les associations d'élus, au terme d'un dialogue fructueux, interroger leur président, beaucoup de conventions, beaucoup d'accords sur la relance, sur les finances des collectivités territoriales. Je l'ai fait avec les régions, je l'ai fait avec les départements, je vais le faire cette semaine avec l'association. On les interrogera. Eh bien, interrogez-les. Votre meilleur moment à Matignon, d'un mot. Votre meilleur souvenir, votre meilleur moment ici, dans cette maison. Ah, est-ce que... J'ai envie de vous dire, le jour où je pourrais faire, vous savez, ma conférence de presse quasi hebdomadaire et où je pourrais dire à mes concitoyens, ça y est, c'est fini, vous pouvez vous embrasser. Là, je vous assure que je serai un Premier ministre heureux. D'ici 2022, pensez que c'est possible? Je l'espère de toutes mes forces, de tout mon cœur. Mais ça, c'est éventuellement dans les mois qui viennent. Dans les mois passés, est-ce qu'il y a pu y avoir un meilleur moment vu ce que nous vivons? D'abord, comment dire, la situation est compliquée, difficile, il y a peut-être des périodes plus simples, mais n'imaginez pas que je suis malheureux. Je suis de ceux qui pensent que servir son pays est un honneur et une chance, et de le servir quand il est dans la tempête, un honneur et une chance encore plus forte. Alors j'ai bien sûr des bons moments. Vous voyez, je pense à deux, peut-être, puisque vous me posez la question. Je me revois avec une dame dans un service de réanimation qui allait mal, mais qui allait mieux, et avec laquelle j'ai beaucoup échangé, et qui m'a dit il ne passera pas par moi, et il ne passera pas par le pays. Nous vaincrons. Voilà, elle m'avait dit ça, cette dame, ça m'a marqué. Et puis je revois un autre, quand avec Madame Borne, nous allions sur le terrain pour voir l'application du plan Un jeune, une solution. Ce jeune qui était un peu à la dérive, qui ne savait pas ce qu'il allait devenir, et qui, grâce aux outils qu'on a mis en place, a pu prendre une formation, vous savez, dans le très haut débit. Et voilà, et je revois le sourire rayonnant de ce jeune homme. Et vous nous voyez venir avec le gros sabot, le pire moment de ces 254 derniers jours à Matignon? Écoutez, le pire moment? Assurément, je crois que c'était le 29 octobre, le jour où je dois présenter à l'Assemblée nationale le reconfinement national, ce qui est déjà une mesure lourde, et où je comprends au moment où je vais monter au pupitre, prononcer ma question, qu'il s'est passé quelque chose à Nice. Je ne sais pas encore quoi exactement. Je sens, vous voyez, quand je prononce mon discours, qu'il y a une ambiance qui s'abat sur l'Assemblée nationale, et je descends et on m'apprend ce terrible attentat terroriste où 3 personnes ont trouvé la mort. Là, ça a été voilà, une journée particulière et qui restera gravée, enfin, dans ma mémoire, en tout cas, dans celle de tous mes concitoyens, assurément. Dans la mémoire du pays. Comment on finit la journée dans ces cas-là? Dans quel état? On est forcément un peu sonné, mais voilà,
on est là pour repartir et pour aller de l'avant, on est là pour se battre. On le disait, 250 jours quasiment entièrement consacrés au Covid et un peu plus, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais en réalité, et les Français ne le savent peut-être pas, ça fait 25 ans au moins que vous baignez dans ces dossiers-là. J'en ai la preuve. Est-ce que vous êtes prêt pour une petite archive, Monsieur le Premier ministre? On est en 1997, vous êtes en poste dans le Var, on va le voir, et votre souci à l'époque, c'est la qualité de l'eau. Les prélèvements sont effectués par la DAS sur l'ensemble des plages du littoral varois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un délai incompressible de 36 à 48 heures pour les analyses. Ça, c'est parce qu'il faut un certain délai pour dénombrer les germes et les ingénieurs chimistes réclament ce délai. Vous êtes directeur des affaires sanitaires et sociales à l'époque, si je ne m'abuse, dans le Var. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir cette image-là? Est-ce que vous vous trouvez à l'aise dans les médias? À l'époque, d'abord, j'étais plus jeune. Oui. Je me reconnais quand même. J'avais pas de lunettes, ce qui m'évitait de les chercher. C'était en tout cas une très belle expérience, une excellente formation. Voilà, c'était déjà les affaires sanitaires et sociales, c'était sur le terrain. C'est un choix que j'avais fait, c'était pas évident. Voilà, c'était sans doute, oui, une de mes premières émissions médiatiques qui avait, je m'en souviens très bien, des problèmes de qualité de l'eau qui avaient conduit à des infections sur les plages de Saint-Tropez. Important. C'était pas simple. Important. C'est marrant, vous mentionnez vos lunettes. Oui. Vous avez été pas mal moqué le jour en conférence de presse où vous avez cherché vos lunettes qui étaient sur votre nez. Cette image vous a été montrée dans une émission de télé et vous l'avez mal pris. Ah bon? Ah oui. Vous avez eu le sentiment qu'on se moquait de vous. Et visiblement, ça vous a coûté. De quoi? Non, je vois pas à quelle émission vous faites allusion, mais si vous le dites, je vous crois volontiers. Oh, non, enfin... Bon, j'ai été un peu embêté de me trouver ridicule, mais enfin, je dois vous avouer que ça m'arrive, pas souvent, mais régulièrement, de chercher mes lunettes, ou même, comme c'était le cas, quand je les avais sur le nez. Mais je ne suis pas certain, quand même, entre nous, que je sois le seul à qui ça arrive. Hein. Voilà. Bon, ça, on est d'accord. Pour revenir à votre positionnement dans cette gestion du Covid, quel est votre rôle, quel est votre poids dans les décisions qui sont prises et qui vont être prises dans les jours qui viennent? On a le sentiment que c'est Emmanuel Macron qui décide de tout. C'est un reproche qui est fait régulièrement. Quel est votre poids dans la prise de décision réellement? Alors d'abord, je dois vous rappeler que nous sommes sous la Ve République, qu'il y a un président de la République élu au suffrage universel. J'ai connu d'autres présidents qu'Emmanuel Macron et la logique des institutions veut que le président de la République, surtout pour des décisions importantes... Oui. Vous étiez collaborateur de Nicolas Sarkozy, donc vous la connaissez bien. Vous étiez à la Maison Élysée à l'époque, secrétaire général adjoint. Et puis, bon, vous savez, j'ai un goût prononcé pour l'histoire. Je ne suis pas certain, par exemple, que le président Mitterrand, avec sa façon de faire, mais ne prenait pas les décisions essentielles et parfois même des décisions de détail. Bon, en tout cas, vous me posiez la question sur mon rôle. Je suis Premier ministre. J'ai le sentiment d'exercer ces fonctions dans leur plénitude. Alors on ne peut pas d'ailleurs me dire le président de la République décide tout et puis c'est moi qui suis, comment vous dites, le paratonnerre. Hein, voilà, donc je fais valoir mes positions au président de la République, j'arbitre les décisions entre ministres, ce qui doit être le rôle normal, encore une fois, du Premier ministre sous la Ve République, avec un président de la République qui a le dernier mot sur les choix difficiles. Mais Monsieur le Premier ministre, il décide de tout, y compris parfois contre votre avis. Le 29 janvier, vous en parliez tout à l'heure, de cette décision de ne pas reconfiner. On a dit que vous étiez plutôt, vous, à l'époque, pour un reconfinement et que vous, dans le secret de cette décision, vous aviez été convaincu. D'ailleurs, c'est vous qui avez annoncé qu'il n'y aurait pas de reconfinement. Oui. Mais ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que depuis... D'abord, moi j'ai une éthique de ma fonction. Je ne vous dirai jamais le détail de mes conversations avec le président de la République. Nous discutons, nous débattons, avec les ministres aussi d'ailleurs, mais sachez, et surtout au cas d'espèce, qu'il n'y a pas de désaccord entre le président de la République et le Premier ministre. On ne peut pas croire que vous seriez systématiquement d'accord, ça n'existe pas dans un couple. Absolument, absolument. Mais je réponds à la question sur une décision
particulièrement importante, que si bien entendu, qu'encore une fois, et je suis là pour ça, pour lui dire ce que je pense. Vraiment, vous savez, j'ai une grande chance, me semble-t-il, y compris pour lui. Moi, je ne me suis pas porté candidat dans cette fonction, donc ça me fait encore plus le devoir et ça me donne encore plus la liberté de dire ce que je pense dans l'intérêt du pays, et ça se passe fort bien avec le président de la République. Vous êtes le deuxième Premier ministre d'Emmanuel Macron, vous avez succédé à Édouard Philippe. On a voulu comparer vos styles. On a demandé à Marie-Virginie Klein, qui est conseillère en communication, d'analyser vos manières de faire, vos gestes, vos manières d'être à tous les deux. On compare et on commente juste après. Regardez. Édouard Philippe, il a un physique très élancé, il est très à l'aise, il est un peu start-up nation dans sa façon de parler. Au contraire, Jean Castex, il a une façon d'être qui est beaucoup plus France du territoire, monsieur et madame tout le monde, quelqu'un d'enraciné. Édouard Philippe, il représente la France des métropoles, alors que Jean Castex, lui, c'est la France des cathédrales, la France des territoires. Territoire. Il est très tranchant. Il dit les choses de façon très directe. Il accepte de faire l'intermédiaire entre le président et l'opinion et il accepte de se prendre les coups. Ce qui n'est pas tout à fait le cas d'Édouard Philippe, qui a un style beaucoup plus retenu, beaucoup plus politique, je dirais, beaucoup plus mesuré. Le choix de Jean Castex est clairement le choix de s'adresser à une France plus résignée, la France de la crise du Covid. Le choix au départ d'Édouard Philippe s'adressait plutôt à cette France qui gagne, cette France de l'élection d'Emmanuel Macron qui allait conquérir le monde. Vous vous retrouvez dans ce qui a été dit ? En partie, mais enfin, la France des territoires peut être aussi une France qui gagne, hein, je le dis à cette dame. Hein, je ne crois pas tellement à cette opposition. Bon, quant à mon style, il est ce qu'il est. Je ne vais certainement pas me changer ou le changer pour des considérations ou des exigences médiatiques. Là où je me reconnais bien, voilà, je suis du pays du rugby. Voilà, donc c'est vrai que j'y vais franchement. J'essaie de dire la vérité à mes concitoyens. Je n'ai pas d'agenda, je n'ai pas de calcul. Je suis pleinement ancré dans le temps présent et je l'espère dans la France profonde, mais c'est un compliment. Je n'ai pas d'agenda, c'est assez rare pour un Premier ministre. Vous êtes une espèce d'ovni finalement dans cette maison. Tous avant vous, on lorgnait de l'autre côté de la Seine, présidence du Sénat pour l'un. Vous n'avez pas d'agenda politique? Vous m'avez déjà posé la question, croyez bien, j'ai largement de quoi m'occuper dans le temps présent. Et dans les portraits qui vous ont souvent consacrés, il y a une chose qui revient toujours, c'est qu'au fond, votre popularité, vous en fichez. Est-ce que c'est vraiment possible quand on est à la place que vous êtes? Parce que est-ce que je peux rectifier? C'est pas que je me moque de ma popularité. C'est que je pense profondément, surtout en temps de crise, que si je gouverne au sondage d'opinion, je suis sur la mauvaise voie. Voilà. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Au fond de moi-même, j'espère que les Français reconnaissent ou reconnaîtront mon travail. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Encore une fois, moi, ce qui me guide, ce qui m'obsède, c'est de prendre les bonnes décisions. Et prendre une bonne décision, ce que je dis, c'est pas forcément à court terme prendre une décision qui plaît. Ce n'est pas forcément prendre une décision qui plaît. Vous avez droit, monsieur le Premier ministre, à un mot de conclusion avant qu'on rende l'antenne. Très bien. Ben, écoutez, d'abord, merci de m'avoir donné l'occasion d'expliquer aux Françaises et aux Français ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, comment nous le faisons. Je veux dire, je pense que la France, depuis un an, elle a tenu. Je veux dire aux Français, à défaut d'aimer peut-être votre Premier ministre, ou de donner des bons sondages, soyez fiers de vous-même. Arrêtons de nous auto-flageller. On a un système de santé formidable. Tout le monde peut y accéder. On a des tests gratuits. On a des politiques de dépistage qui marchent bien. On a indemnisé nos secteurs économiques, culturels, plus qu'ailleurs. Parfois mieux qu'ailleurs. Bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas. Bien sûr, il y a des choses améliorables. Toujours et en permanence. Mais j'ai déjà dit, cette crise, c'est un rendez-vous avec nous-mêmes. Il n'y a pas que le gouvernement. Le gouvernement, il est en première ligne, bien sûr. Il doit vacciner, il doit tester, etc. Mais on voit bien que pour surmonter cette crise, et nous la surmonterons, c'est un défi collectif.
C'est le sens des responsabilités et de la solidarité de chaque Française et chaque Français. Tout le monde est un soldat face à cette crise. Tout le monde. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et voyez, finalement, ce qui me rend fier, vous avez parlé de catégories sociales qui manifestent. Moi, je suis un Premier ministre très heureux parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, mes concitoyens? Retrouver une vie normale, ça se comprend. Ils veulent travailler. Ils veulent travailler, ils me disent, mais ne nous donnez pas des aides, permettez-nous de travailler. Malheureusement, le Covid ne le permet pas. Et ils veulent s'embrasser. Ils veulent s'embrasser. Et voilà. Bon. Donc, je leur dis, quelque part, soyons fiers de nous-mêmes, restons mobilisés, soyons solidaires, soyons responsables. Maintenant, il y a un événement majeur avec tous les avatars que vous avez décrits, les interrogations, les problématiques, qui s'appelle la vaccination. C'est ça la grande différence. Et on en a parlé. Il y a un an. Et donc, on va y arriver. On va y arriver. Ça sera dur. On a encore des moments difficiles. Oui, je vous l'ai dit. Mais on va y arriver. De longs moments difficiles? Des moments encore, je pense, quelques semaines. Oui. On revient à ces quelques semaines difficiles. On arrive au terme de cette interview. Qu'est-ce que vous allez faire là en passant la porte? Débriefer avec votre femme, votre famille, ce que vous venez de dire ce soir? Peut-être que je vais aller manger un petit bout, si vous m'autorisez, parce que je ne l'ai pas fait pour être avec vous, en famille, effectivement, oui. Et on se retrouve jeudi soir, on vous retrouve jeudi soir pour annoncer un éventuel reconfinement en Ile-de-France? Nous verrons bien. Nous verrons bien. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci de nous avoir reçus ce soir ici à Matignon. Merci, Bruno Jeudi. Merci, Maxime. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous, messieurs. Merci évidemment à toutes les équipes qui ont rendu possible cette interview.